Nous allons aujourd'hui parler de ce que l'on appelait avant l'éducation de l'oreille en langue étrangère, autrement dit, comment faut-il intervenir auprès d'un apprenant qui rencontre des problèmes de prononciation quand il parle cette langue étrangère. Le plan que je vais suivre avec vous est en trois parties. Dans un premier temps, je vais tenter de répondre à la question à quoi faut-il éduquer l'oreille de l'apprenant, bien entendu à la perception d'un signal sonore particulier, le signal de parole. Ensuite, par quels moyens? Par l'utilisation de la méthode verbotonale d'intégration phonétique. Vous savez que le blog au son du fleu est dédié à la connaissance et à l'utilisation de cette méthode qui donne toujours de bons résultats quand elle est utilisée par un enseignant convenablement formé. Enfin, comment rééduquer l'oreille en agissant sur la perception des sonorités parolières de la langue étrangère. Voyons tout d'abord ce que signifie la perception du signal de parole, un signal perçu en temps réel et présentant quelques propriétés singulières. Tout d'abord, le signal de parole est constitué par la prosodie d'une part, c'est-à-dire le rythme et l'intonation, et les sons, les voyelles et les consonnes. Et dans la mesure où à l'oral, dans la langue, tout est dans tout et réciproquement, il est évident que la prosodie et les sons sont produits et perçus sur la base des variations de la voix, des variations de hauteur de la voix. Autrement dit, c'est l'intonation qui s'impose à nous tout d'abord quand nous percevons que ce soit notre langue maternelle ou une langue étrangère. Ensuite, le signal de parole est mesuré au moyen de trois paramètres prosodiques intrinsèques. Si on se situe dans le domaine de la phonétique acoustique, on utilise pour mesurer le signal de parole plusieurs graphes qui permettent au phonéticien en quelque sorte de voir ce qu'il entend, avec parfois des choses fort étonnantes, à savoir que des choses qu'il croyait entendre ne se retrouvent pas dans le signal de parole, et il peut parfois découvrir des phénomènes qu'il n'avait pas entendus. Quoi qu'il en soit, lorsque on travaille en phonétique acoustique, on est dans un univers qui est extrêmement objectif. On mesure effectivement trois paramètres acoustiques. La fréquence fondamentale qui est mesurée en Hertz, l'intensité mesurée en décibels et la durée mesurée en centisecondes. En plus, bon, il y a un paramètre paraprosodique puisqu'il s'agit de la parole, c'est le timbre. Quoi qu'il en soit, les mesures que l'on obtient sont des mesures tout à fait objectives, il n'y a pas à discuter. Le problème étant que lorsqu'on perçoit ces variations objectives du signal de parole, ces variations sont très subjectivement interprétées par les personnes qui sont soumises à ces variations. À savoir que l'univers de la perception est un univers qui est essentiellement subjectif. Personne n'a au fond la même perception des sons. La fréquence fondamentale est perçue comme étant des variations de hauteur. Les variations d'intensité et de durée caractérisent l'intensité acoustique. Quant à la durée, elle est perçue comme étant des variations de longueur, de durée, on peut dire également de quantité. Alors comment ce signal sonore est-il perçu? Le problème, c'est que l'oreille a une qualité, c'est un formidable analyseur sémantique. Dès que quelqu'un parle, on peut déterminer son sexe, homme, femme, enfant. On peut également avoir une idée de son origine géographique. Celui qui parle est un Toulousain, ah ben non, c'est un Marseillais, ça peut être quelqu'un qui habite dans le nord de la France, peut-être un Parisien. Donc l'origine. Et lorsqu'il s'agit par exemple d'un Belge ou d'un Suisse, je reste dans l'ère géographique Europe, son origine géographique est immédiatement perçue par n'importe quel francophone hexagonal. On peut également, grâce à l'oreille, percevoir l'appartenance socioculturelle d'une personne.
L'analyseur sémantique qu'est l'oreille donne également des renseignements sur l'état d'esprit de l'individu. Cette personne est contente, est enthousiaste et guillerette. Au contraire, cette personne est en colère ou encore est abattue. Et l'oreille livre également des renseignements sur l'état de santé de l'individu. Cette personne est en forme, cette personne est enrhumée, cette personne est dépressive, etc. Donc, d'un point de vue sémantique, l'oreille est un instrument très fiable. Par contre, l'oreille est un analyseur acoustique absolument abominable. Elle n'a à gérer que trois paramètres acoustiques, les trois qu'on a vus tout à l'heure, à savoir la durée, l'intensité et la hauteur, plus donc le timbre. L'oreille est complètement dépassée dès qu'elle quitte ce que j'appellerais volontiers sa zone de confort, autrement dit ses paramètres acoustiques tels que présents dans les sonorités de sa langue maternelle. Quand il s'agit d'un univers complètement familier qui est perçu depuis les premières heures de la vie par n'importe quel individu, et même in utero, pas de problème. L'oreille fait son travail, je le répète, c'est un univers familier. Par contre, lorsqu'on passe à une langue étrangère, ces paramètres physiques sont les mêmes, mais ils sont organisés selon des hiérarchies différentes. Il y a des modifications quand même dans le signal perçu, et à partir de là, l'oreille est piégée, l'oreille est très vite dépassée, parce que dans une langue étrangère, n'importe laquelle, les paramètres acoustiques sont présentés selon une hiérarchie qui n'est pas la même que pour le français. Alors, ce signal présente un certain nombre de particularités. D'abord, le signal de parole, c'est un flux dont les discontinuités ne correspondent pas toujours aux unités de signification. D'autre part, c'est un signal d'une extrême variabilité. Il dépend du locuteur, naturellement. Chacun, encore une fois, a sa voix, a son timbre, a sa façon de parler. Mais il dépend également du contexte de réalisation des sons qui ne sont jamais identiques. En effet, l'une des caractéristiques de la parole, c'est son irreproductibilité. On ne répète jamais deux fois le même son. Heureusement que l'esprit humain opère sur la base de la catégorisation. La catégorisation, c'est une opération mentale, donc elle n'existe pas dans le signal de parole, mais elle permet de percevoir ce signal sous forme d'unités discrètes. En même temps, grâce à la catégorisation, les différences acoustiques sont neutralisées et la reconnaissance des sons est assurée. Question, comment passe-t-on du son au sens, puisque les langues associent des sons à des sens. Dès qu'on entend une langue étrangère, même une langue qu'on n'a jamais entendue, on reconnaît que c'est de la parole, et immédiatement on se demande mais qu'est-ce qu'il veut dire. Voilà, ça c'est encore une fois c'est quelque chose d'irrépressible. Simplement ne pas oublier que notre perception est guidée par notre connaissance de la langue, mais aussi par la recherche d'un sens. Alors, les étapes de la perception de parole sont proposées dans un modèle psycholinguistique. Je ne les commenterai pas ici. Je dirais simplement que quand on travaille dans l'optique de la phonétique du FLE à visée didactique, il s'agit de favoriser à terme une meilleure perception qui aboutira à permettre une meilleure segmentation et, partant, une meilleure catégorisation des sons de parole. Et les opérations de segmentation et de catégorisation se font immédiatement dès que le son commence à être traité par notre cerveau, dès que la parole commence à être traitée par notre cerveau. Attention, la catégorisation et la segmentation, ce sont des processus qui sont absolument inconscients. À aucun moment, ils n'affleurent notre conscience. Ce sont des processus qui sont entièrement automatisés, ils sont extrêmement rapides et ils sont irrépressibles. Et si au départ ces opérations sont mal menées, à savoir que la segmentation se fait au mauvais endroit, ou que la catégorisation est mauvaise ou absente, tout le reste
des opérations mentales en aval, soit, je veux dire, tout le reste des opérations mentales en aval sera compromis. La parole, c'est du très très rapide. Regardez, lorsqu'il s'agit d'écouter, le son frappe d'abord notre tympan et il s'écoule environ un peu moins d'une demi-seconde pour que ce signal sonore concret, cette onde acoustique, soit converti en sens suite à toute une série d'opérations mentales très complexes et très rapides opérées par le cerveau-esprit humain. Et là, pendant que j'explique cela, je vous laisse regarder les différentes étapes de traitement exprimées en millisecondes. Vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement complexe. De même, quand on parle, la parole, c'est également très rapide, puisque n'importe quel individu produit entre 12 et 15 sons par seconde, ce qui équivaut à environ 700 sons par minute. Une personne produit également 3 ou 4 syllabes par seconde en moyenne. Ça équivaut à une moyenne de 100 à 200 mots par minute. Vous avez des gens qui parlent plus lentement que d'autres, vous avez des gens qui font davantage de pauses, il existe divers types de pauses, que d'autres. Et les chiffres qui sont là, je le répète, constituent des moyennes dans la mesure où tous les individus partout sur Terre ont les mêmes possibilités physiologiques pour produire de la parole. Voyons maintenant comment rééduquer l'oreille d'un apprenant. Bon, la rééducation de l'oreille, c'est une métaphore qui était utilisée dans les années 60-70. En réalité, naturellement, ce travail consiste à rééduquer le cerveau, si j'ose dire, lui faire percevoir graduellement les bons stimuli sonores de la langue cible. Et cette opération est rendue possible grâce à la fameuse flexibilité cognitive. Il est toujours possible d'apprendre à n'importe quel âge. La méthode utilisée, c'est naturellement la méthode verbotonale d'intégration phonétique. Je vous rappelle qu'elle a été élaborée à partir des années 60 par le professeur Guberina et son équipe à l'université de Zagreb en Yougoslavie. Guberina, pendant plus de 20 ans, a travaillé avec deux sortes de publics. D'une part, ses étudiants du département de français, qui commettent des erreurs systémiques et Guberina se pose la question mais pourquoi ce sont toujours des erreurs qui sont les mêmes? Comment cela peut-il être expliqué? D'autre part, Guberina a affaire à des personnes que l'on appelait à l'époque dures d'oreille. Et les personnes étaient dures d'oreille en raison des traumatismes auditifs dus au bombardement de la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement yougoslave avait demandé à Guberina de trouver des outils pouvant soulager effectivement ces personnes qui avaient d'énormes problèmes d'audition. Donc, pendant plusieurs années, Guberina évalue ce qu'il appelle le champ optimal, c'est-à-dire la zone du champ auditif où tel individu structure le mieux son audition. Pour Guberina, ce qui est important, c'est de savoir comment l'oreille se comporte dans la perception du langage. Et surtout, d'examiner la sensibilité de l'oreille aux différentes tonalités se trouvant dans la parole. À l'époque, on parlait volontiers de tonalité. Le mot de hauteur a été employé plus tard. Et le problème des tonalités, des hauteurs dans la parole, est complètement négligé par les autres méthodes d'audiométrie que Guberina critique pour cela. Donc, dans la méthode verbotonale, on utilise toujours des stimuli de parole se disant verbum en latin, pour évaluer la sensibilité de l'oreille aux différentes fréquences, aux différentes tonalités, d'où l'expression verbotonale. Au bout de plusieurs années d'expérimentation, Guberina parvient à la conclusion que le cerveau fonctionne par la sélectivité. Dans le cas du langage, il est créateur et même recréateur dans son activité perceptive des stimuli externes. D'autre part,
le cerveau décante une partie de l'information acoustique constituant la parole. Il la remanie, il l'interprète. Pour identifier un phonème, il doit filtrer une partie des fréquences le composant. Il est donc tout à fait normal d'avoir souvent un accent en langue étrangère. Il est inutile de culpabiliser pour cela ou d'avoir des complexes. La méthode verbotonale s'appuie sur la métaphore du crible phonologique pour expliquer ce problème d'accent en langue étrangère. Supposons ici que nous avons deux locuteurs, un locuteur de langue A et un locuteur de langue B. Le locuteur de langue A a dans son cerveau l'intégralité du système de sa langue maternelle. Même chose pour le locuteur de langue B. Il a dans son cerveau l'intégralité du système sonore de sa langue maternelle. Supposons maintenant que le locuteur de langue A parle dans sa langue, c'est-à-dire dans la langue A, à la personne dont la langue maternelle est la langue B. Très souvent, que se passe-t-il ? Eh bien, le locuteur de langue B entend les sonorités de la langue A sur la base des sonorités de sa langue maternelle, c'est-à-dire la langue B. En d'autres termes, il se comporte comme étant fonctionnellement sourd, il est fonctionnellement dur d'oreille, il est phonologiquement sourd aux sonorités de la langue A. Sonorités de la langue A qu'il filtre à travers son crible phonologique. Alors, qu'est-ce que le crible phonologique ? C'est donc Trubetskoy qui, en 1938, a utilisé cette métaphore dans son livre majeur « Éléments de phonologie ». Trubetskoy dit que n'importe quel individu acquiert l'intégralité du système sonore de sa langue maternelle aux alentours de la 5e année. Et à partir de la 5e année, la plupart des personnes entendent une langue étrangère sur la base du crible phonologique constitué par les sonorités de la langue maternelle. En d'autres termes, les personnes entendent mal certains sons de la langue étrangère, les apprécient mal, voire eux-mêmes sont complètement sourds à certains de ces sons. Le crible phonologique est installé, comme je viens de le dire, aux alentours de la 5e année. Il est encore poreux pendant quelques années, mais il se verrouille, en quelque sorte, au moment de la puberté. Ce qui veut dire qu'au moment de la puberté, il devient difficile, effectivement, de se débarrasser d'un accent en langue étrangère. Naturellement, vous avez des gens dont on peut être horriblement jaloux, des sortes de buvards phonétiques qui arrivent effectivement à entendre, à intégrer la plupart des finesses sonores d'une langue étrangère. Des travaux ultérieurs sont menés, d'abord en psycholinguistique, puis c'est croisé avec des résultats en sociolinguistique, et ces travaux établissent que les locuteurs d'une même langue perçoivent et catégorisent les sons à peu près de la même manière, alors que les locuteurs de langues différentes perçoivent et catégorisent les sons de manière pouvant être très différentes. Ce qui veut dire que chaque communauté linguistique catégorise les sons de façon originale, c'est culturel. Les locuteurs d'une même langue partagent grosso modo les mêmes sensations subjectives au niveau de la perception des sons, alors que les locuteurs de langues différentes ont d'autres sensations subjectives des sonorités parolières. Ce qui revient à dire que chaque communauté linguistique organise son propre paysage sonore et il n'y a pas deux paysages sonores identiques. Chaque communauté linguistique a un paysage sonore tout à fait original. Comment s'opère la rééducation de l'oreille en langue étrangère ? Dans tous les cas, cela demande un certain temps, de la patience et de la bonne volonté, tant du côté de l'élève que du côté du prof d'ailleurs. Encore une fois, c'est facile à comprendre, tout individu acquiert naturellement, sans aucun effort apparent, l'intégralité du système sonore de sa langue maternelle, voire de ses langues premières s'il vit dans un contexte multiculturel. Lorsqu'il est en situation d'apprentissage,
Et une situation d'apprentissage, cela suppose ne pas être dans des conditions écologiques, cela suppose une certaine contrainte. L'individu doit mettre un certain temps et il doit produire un certain effort pour intégrer, pour apprendre le système de la langue cible. Acquisition et apprentissage, ça n'est pas la même chose. Lorsque le professeur travaille dans la salle de classe, il est très important pour lui, naturellement, d'être capable de faire les bons choix en temps réel. Pourquoi ? L'élève réalise plusieurs erreurs dans un même énoncé, la plupart du temps. Et l'enseignant doit donc réagir, je le répète, en temps réel. La correction phonétique, ça va assez vite. Il lui faut d'abord poser le bon diagnostic. Telle erreur est due à tel ou tel facteur. Ensuite, il lui faut décider du ou des niveaux d'intervention. Vais-je devoir intervenir sur telle consonne, telle voyelle? Pourquoi? Faut-il d'abord que je favorise une erreur due au rythme si j'en repère une? Autant de questions que le professeur doit résoudre immédiatement. Le professeur doit disposer d'outils fiables et savoir les utiliser. Encore une fois, c'est le cas de la méthode verbotonale qui propose plusieurs techniques remédiatrices pour corriger une même erreur. Enfin, l'enseignant doit être empathique en toutes circonstances, pour employer le mot très à la mode. Il doit être bienveillant en toutes circonstances. L'enseignant ne doit jamais oublier qu'à partir du moment où il travaille sur le monde sonore, il agit directement sur l'affectivité de l'apprenant. Ceci est quand même très important et il faut l'avoir en tête en permanence. Il faut toujours accorder la priorité à la prosodie, ce qui revient à dire que toute erreur portant sur le rythme ou l'intonation doit être corrigée en priorité. Ensuite, quand il s'agit de corriger tel ou tel son qui est mal réalisé, la priorité est également à donner à la prosodie. La prosodie fournit une aide naturelle pour la correction des voyelles et des consonnes. Il s'agit de savoir utiliser les bons paramètres au bon moment. Et là, la méthode verbotonale, je le répète, propose des procédures qui sont extrêmement faciles à employer. D'autre part, il ne faut pas oublier que le rythme et l'intonation, donc la prosodie, enveloppent les sons dans des groupements prosodiques, et que les sons subissent l'influence du contexte et de la position dans le mouvement rythmico-intonatif. Là encore, quand on améliore la prosodie, par ricochet, il arrive très souvent qu'on améliore la production des voyelles et des consonnes. Alors, c'est quoi ces regroupements prosodiques? Ces regroupements prosodiques, ce sont en fait des groupes accentuels. Ce sont des groupes accentuels qui sont produits et spontanément perçus par des francophones, anorales spontanées. Et il existe en français deux formes de groupements accentuels, les groupes rythmiques et les mots phonétiques. Les mots phonétiques étant plus opératoires en phonétique du français langue étrangère. Je vous invite à consulter le document Genially qui existe parallèlement à cette vidéo sur le blog Au son du fleu, et vous pourrez consulter ces deux vidéos, la première rappelant précisément ce qu'on entend par mot phonétique, et la deuxième vidéo montrant les différences entre les groupes rythmiques et les mots phonétiques. Il est essentiel de faire percevoir les syllabes en position accentuable. Rappelons que le français est la seule langue en Europe n'ayant pas un accent lexical mais ayant un accent de groupe, c'est-à-dire que le mot perd son individualité au profit du groupe. Ce qui est terrible pour un étudiant étranger, parce que rien dans le signal n'indique par exemple physiquement le début ou la fin d'un mot. Par contre, dans le signal de parole en français, il y a des syllabes accentuées. Ces syllabes accentuées sont des proéminences rythmiques. Elles émergent du flux verbal. Et ces syllabes saillantes, ces syllabes mises en valeur, garantissent la segmentation aux bons endroits de la chaîne sonore. Ces syllabes constituent également des points d'ancrage pour les étapes ultérieures de traitement, la catégorisation, les opérations d'appariement, etc. Et l'intérêt pour l'enseignant, c'est de s'appuyer sur les deux accents de langue en français,
l'accent primaire, qui est un accent obligatoire et qui se situe toujours sur la dernière syllabe d'un groupement accentuel, qu'il s'agisse d'un mot phonétique ou d'un groupe rythmique, et un autre accent qui s'appelle l'accent secondaire, qui lui est nécessaire, qui se situe plutôt vers l'initiale d'un groupe. Son intérêt, c'est de rééquilibrer des groupes rythmiques quand il y a trop de syllabes entre deux accents internes. Et on peut dire qu'il commence à y avoir trop de syllabes dès qu'on dépasse 4 syllabes. Là, il va falloir qu'il y ait une sorte de rééquilibrage rythmique qui soit assuré, et ça, c'est le rôle de l'accent secondaire. Nous arrivons au terme de ce diaporama qui vous a été proposé par le blog Au son du fleu.